priori pour cette deuxième émission sur la rupture avec une personne qui est dans la perversion narcissique lorsqu'on est soi-même pas du tout pervers narcissique. Alors, je vous ai parlé la dernière fois lors de la première émission du projet de rompre, puisque la rupture, en fait, on va parler autour de la rupture, c'est-à-dire à partir du moment où on en a un vague projet, où on sent qu'on va vouloir rompre, jusqu'à l'après-rupture, jusqu'à ce qu'on soit un petit peu tranquille, on va dire, parce que c'est autour de la rupture que c'est le plus difficile. Voilà, je vais rester là pour l'instant. On va rester là pour l'instant. Donc j'ai parlé de cette autour de la rupture, du projet, de l'idée de rompre et de la conscience des enjeux, y compris la description des enjeux sociaux, c'est-à-dire de notre entourage, qui évidemment ne nous aide pas parce qu'il n'est pas du tout, au courant. Il a des a priori en fait sur ce qu'est un PN. Alors soit il dramatise en voyant ça comme quelque chose de dangereux, un danger imminent. C'est pas vraiment qu'il dramatise, mais si vous voulez, il le voit comme quelque chose dont on parle à la télévision, un danger dont il faut absolument écarter les personnes victimes. Et dans ce cas-là, il va nous encourager à partir. Et ensuite, il va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on continue à aimer le pervers narcissique, pourquoi est-ce que on est un peu trop doux ou trop douce avec lui, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de la haine. Donc, il va un peu nous encourager à détester à détester ce MPN en pensant que c'est un danger pour nous, comme si c'était un peu un tueur en série, vous voyez. Ah non, il faut absolument que tu t'écartes de lui, que tu n'y penses plus, etc., pensant nous protéger, nous mettre dans la bonne voie, ce qui n'est pas faux pour certains points, mais en fait cette personne généralement n'a jamais connu ce que c'est qu'être avec un pervers narcissique et ne comprend pas cet amour que l'on peut continuer à avoir. Et puis aussi ne comprend pas les allers-retours et va peut-être finir par se fatiguer au bout d'un certain temps si cette personne voit qu'effectivement on retourne voir cette femme perverse narcissique qui était notre compagne ou peut-être la mère de nos enfants quand on est un homme, et ou le contraire quand on est une femme, le père de nos enfants. Donc ce sont des sentiments ambivalents et qui sont tout à fait normaux que l'on a avec une personne, pour une personne que l'on veut quitter, mais pour qui on a encore des sentiments, même si cette personne évidemment ne nous aime pas réellement. À ce stade, on ne le sait pas forcément. Hein. On veut juste la quitter quitter cette personne parce que on sait qu'elle nous fait beaucoup de mal, qu'elle nous agresse, ou qu'elle agresse nos enfants, et on sait que sur la durée ça n'est plus possible pour tout un tas de raisons. Alors on va en arriver au deuxième point qui est le déclic, le fameux déclic qui va faire que on va se rendre compte, il y aura un avant, un après, c'est-à-dire on va se rendre compte qu'effectivement là c'est plus possible, il faut absolument partir, ou il faut absolument que le ou la perverse narcissique parte. En tout cas, il faut qu'il y ait une rupture, que ça soit l'un ou l'autre qui parte. Alors, il peut s'agir d'un déclic, et il peut s'agir aussi d'un ras-le-bol, c'est-à-dire d'un moment de trop, de la goutte qui fait déborder le vase. Ce ne sont pas les mêmes choses, mais ce sont des moments de prise de conscience. Voilà, donc ça peut être une prise de conscience par un déclic, c'est-à-dire on se rend compte à un moment donné, ça peut être un petit détail, c'est quelque chose peut-être qu'on a déjà expérimenté mais qu'on n'avait pas vu jusque-là avec autant d'acuité, et que tout à coup, tout s'éclaire dans notre conscience. On se dit non, c'est plus possible. Cette personne, je peux absolument plus continuer. Alors ce déclic, souvent,
on le voit lorsque la perversion s'exerce, c'est-à-dire quand elle est exercée sur nous, on ne la voit plus forcément, cette agression, mais quand elle s'exerce sur autrui, alors là, on peut la voir avec de la distance. Grâce à la distance, puisque on n'est plus dans cette habitude, etc., on la voit de l'extérieur. Alors ça peut être lorsque, justement, notre compagne ou compagnon se met à agresser ou vouloir pervertir, faire du mal, se moquer tout en ayant l'air de rien, mais se moquer vraiment fortement ou complètement maltraiter quelqu'un de notre entourage. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi l'un de nos parents. Ça peut être aussi nos enfants. Alors très souvent, dans les cas où il y a de la violence conjugale, alors quand on pense violence conjugale, on pense violence physique, mais la violence conjugale, c'est simplement de la violence entre conjoints. Ça peut être la femme sur l'homme, ça peut être l'homme sur la femme, et après il y a aussi la violence familiale, c'est-à-dire ça peut être un enfant sur un des parents ou sur les deux parents. Donc, violence conjugale ou familiale, c'est-à-dire que vous le voyez et s'exercer sur quelqu'un d'autre et vous en avez la conscience. Tout d'un coup. Alors souvent, quand ça s'exerce sur un des enfants, comme l'enfant, on le considère comme vulnérable et qu'on est son parent, son père, ou sa mère, ou sa grand-mère, ou son grand-père, ou son oncle, vous voyez. En fait, on se dit, mais c'est pas possible là, il est en train, ce pervers, qui peut être une femme d'ailleurs, femme ou homme, il est en train complètement de le violenter, de le démolir, mais il faut que j'intervienne. Donc à ce moment-là, on intervient, on peut être intervenu pour d'autres fois, mais à ce moment-là, il y a un déclic qui se fait en nous, c'est-à-dire on se dit, plus jamais ça. Alors, il y a un déclic qui arrive, on ne sait pas pourquoi, souvent les déclics, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là, on a eu plus de conscience qu'à un autre. Et ça peut être aussi parce que c'est le moment de trop. Parce que à force d'endurer, de se dire non, c'est pas si grave que ça, de minimiser, on a le moment où on prend conscience, ou alors où on se disait bon, jusque là je supporte, jusque là c'est pas trop grave, mais après on se rend compte de la gravité des choses, et donc c'est la goutte qui fait déborder le vase, et on se dit non, plus jamais ça. Peut-être qu'à ce moment-là on se rend compte de ce qui pourrait arriver. Alors peut-être qu'on a la conscience que cette personne pourrait détruire quelqu'un d'autre, ou alors on a la conscience que si on ne fait rien, on sera responsable de ce qui arrive à l'autre. En tout cas, c'est une conscience très spéciale qui arrive tout d'un coup et qui c'est un sentiment d'urgence que l'on a. Alors ça ne veut pas dire qu'on va partir tout de suite, qu'on va s'enfuir ou qu'on va demander à la perverse ou au pervers narcissique de partir, mais on aura cette conscience. Et après, on pourra très bien projeter justement de s'en séparer. Mais en tout cas, il y aura cette prise de conscience, voilà, que j'appelle le déclic, mais qui peut être aussi un ras-le-bol, un moment de trop, en fait. Voilà, alors le déclic ou le ras-le-bol, en fait, cette fameuse prise de conscience arrive et on comprend que cette personne nous nuit, ou en tout cas, même si on n'a pas compris qu'on était dans une agression, qu'on se croit encore n'ayant pas conscience de tous les enjeux ou la distance nécessaire, le recul nécessaire pour comprendre qu'on est agressé de manière perverse, en tout cas, on sent que quelque chose ne va pas, qu'on ne peut pas continuer et qu'on doit se séparer. Donc tout ça chemine dans notre tête jusque avec quelques projets de partir, de déménagement, de choses comme ça. On va en commencer à en parler. Alors ça peut être à quelqu'un de proche, ça peut être à un ami ou une amie,
et puis commencer à projeter, à essayer de se projeter dans l'avenir. Et il peut se passer beaucoup de temps entre cette prise de conscience et une rupture réelle consommée, c'est-à-dire une rupture, c'est-à-dire le moment où l'on quitte la perverse ou le pervers narcissique, où l'on quitte où on décide de dire stop à l'agression perverse. Et en fait, entre ce moment de déclic ou de ras-le-bol, de cette prise de conscience et le départ, alors je dis le départ, ça peut être le pervers narcissique qui va partir, hein, mais cette rupture consommée effective, il y aura beaucoup de temps. Et entre cette rupture consommée effective et la fin de l'emprise, il va se passer aussi du temps. Alors, tout ça est très relatif, dépend de beaucoup de facteurs. Il y a des personnes pour qui ça va se passer rapidement, d'autres moins rapidement, d'autres qui auront une phase pour se décider à vraiment partir après la prise de conscience très longue, parce qu'il y aura beaucoup d'enjeux, des enfants notamment, beaucoup de freins, peut-être une famille qui ne sera pas trop d'accord pour que on quitte le conjoint ou la conjointe. Il y aura des enjeux peut-être financiers, matériels. Et d'autres pour qui ça se passera très rapidement, mais au contraire, c'est la phase de sortie de l'emprise, même après la rupture, parce que, d'après ce que je dis là, et peut-être d'après votre expérience, vous comprenez qu'en fait, une fois qu'on est parti, qu'on a rompu, ou bien que la personne qui est dans l'agression perverse est partie, c'est pas pour ça qu'on est sorti de l'emprise. Pas du tout. L'emprise, elle continue. Et en fait, on s'en sera vraiment sorti. Il y a plusieurs étapes pour s'en sortir en fait. On se sera vraiment sorti lorsqu'on sera sorti de l'emprise. Et ça peut durer des années. Et en tout cas, il y a différents niveaux de sortie de l'emprise. Mais pour le premier, c'est-à-dire le premier niveau de sortie de l'emprise, c'est de ne plus avoir peur. Donc ça peut mettre un temps fou, notamment si on est toujours en contact, on est obligé d'être en contact avec cette personne et qu'il y a une bataille juridique, notamment vis-à-vis des enfants. Alors tant qu'il y aura cette bataille juridique, et Dieu sait si en France la justice est très longue, eh bien on ne pourra pas en sortir parce que les conditions ne seront pas réunies pour qu'on sorte de la peur. Voilà, donc sortir de la peur, c'est la première phase pour sortir de l'emprise. On en parlera plus tard. Je vais d'abord terminer sur ces différentes phases entre la prise de conscience et la rupture, et ensuite la rupture et la sortie de l'emprise. C'est pourquoi je vous disais qu'on allait parler autour de la rupture, parce que c'est pas clairement défini. Il y a tellement d'allers-retours déjà, c'est ce dont je vais parler maintenant, mais il y a aussi des allers-retours mentaux, psychiques, c'est-à-dire entre la fin des sentiments, c'est-à-dire le temps de faire son deuil, et qui est concomitant avec l'emprise, c'est-à-dire vous avez à faire votre deuil, c'est-à-dire à faire en sorte que c'est-à-dire que laisser les sentiments s'amenuiser, faire son deuil, quoi, de cette relation, et en même temps, vous avez à sortir de l'emprise. Et en même temps, il y a toute cette bataille juridique qui se fait, qui ne se fait pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses autour des enfants, en rapport avec les enfants, si vous avez des enfants, ou avec les biens matériels, toutes ces choses qui demandent un temps énorme pour les régler. Voilà. Alors, disons les choses dans l'ordre. Entre cette prise de conscience et la rupture, il va y avoir du temps qui va se passer. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas, qui est sorti de tout ça, c'est pour ça que je fais les vidéos aussi, vous avez certainement vécu tout ça, ça va vous permettre de le revivre, de le revisiter en comprenant toutes ces phases. Et pour une personne qui ne l'a pas encore vécu,
et qu'il vit encore avec une perverse narcissique ou un pervers narcissique, ça lui permet peut-être de voir ce qu'il y a devant elle. Voilà, ce qu'elle aura à faire. Et puis, alors évidemment, comme j'ai dit que c'était très long, que ça peut être très long, que c'est pas terminé, ensuite il faut sortir de l'emprise, etc. Ça peut faire peur, mais il ne faut pas rester dans la peur. Il faut vous dire que c'est votre chemin. Vous êtes rentré dans cette perversion, dans cette relation avec cette personne perverse, seul, ou seul, avec un E, seul au masculin ou seul au féminin, et vous allez pouvoir vous en sortir seul, ou seul au féminin. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous sortir d'une relation dans laquelle vous vous êtes mise. Alors là, j'ai l'air un petit peu de vous reprocher les choses. Moi, je suis passée par là aussi, donc je ne vous reproche pas du tout. Mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est responsable de la situation dans laquelle on s'est mise, même si on n'a rien vu et que ce n'était pas notre faute. On s'est quand même mis dans cette situation. Donc, si on est arrivé à rentrer dans cette situation, on va arriver à en sortir parce que on est seul à savoir les ressorts de la relation et donc de savoir comment défaire tous ces nœuds. Même si on va se faire aider, parce qu'on ne peut pas en sortir uniquement seul. Même si j'ai dit que vous allez vous en sortir seul, ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir uniquement par vous-même, qu'il faut refuser toute aide. Non, ça veut dire simplement que personne ne fera les choses à votre place. Que personne ne va vous aider autant que vous pouvez vous aider. C'est-à-dire que personne ne pourra vous prendre en charge. Il n'y a que dans des cas d'extrême urgence, d'extrême détresse, d'extrême violence, où des personnes pourront vous aider comme la police, la gendarmerie, les services sociaux, etc. Mais vraiment dans un cas ponctuel, parce qu'après, ils ne peuvent pas vous aider pour la suite et vous avez encore ce chemin à faire vous-même. Ce que je veux dire en gros, c'est que ce chemin, il vous appartient. Vous êtes entré dans ce chemin et vous allez en sortir. Et puis ensuite, votre chemin prendra d'autres couleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas en faire l'économie. Alors, ces vidéos, comme les vidéos d'autres personnes sur YouTube, comme des blogs, d'autres choses sur Internet, peuvent vous aider. Donc, au contraire, aidez-vous de tout cela. Prenez ce que vous avez à prendre. Cherchez vos besoins. Cherchez quels sont vos besoins et prenez ce que vous avez à prendre parmi tout ce qu'on vous propose, parmi toutes les personnes qui veulent vous venir en aide, parce que vous avez besoin d'aide. Et alors, une des choses les plus difficiles, c'est justement d'admettre, de s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aide. Parce que très souvent, si on n'a pas voulu rompre, c'est que même si on a eu conscience de la situation extrêmement difficile dans laquelle on était et qu'on était en danger en fait, et qu'on mettait aussi peut-être nos propres enfants en danger, c'est très difficile d'admettre qu'on a besoin d'aide. On a l'impression qu'on va pouvoir supporter ça quand même. Ou alors qu'on va pouvoir s'en sortir, mais on ne sait pas comment faire. On est peut-être un peu fier, surtout pour les personnes qui travaillent, alors là je le dis, surtout les personnes qui travaillent dans les domaines du soin, donc dans les hôpitaux, les infirmières, les psychologues, alors surtout les psychologues, les travailleurs sociaux comme les éducateurs, les assistantes sociales, toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine du social et dans le domaine du soin auront ou alors celles qui ont une position sociale élevée par leur profession, qui sont des travailleurs indépendants par exemple, et qui donc chérissent leur indépendance, auront beaucoup de mal à demander de l'aide parce que
ils se diront, mais non, moi, normalement, je n'ai pas besoin d'aide puisque c'est moi qui aide les autres. Quand vous êtes dans des métiers d'aide, ou d'accompagnement, ou d'enseignement, par exemple. Vous pouvez vous dire ça, vous pouvez aussi avoir la fierté de vous dire, bah, moi, normalement, je me pensais à l'abri de tout ça. Je me disais, ceux qui ont besoin d'aide, c'est les autres, c'est pas moi. C'est pas possible puisque c'est moi qui aide les autres. Je suis dans cette fonction d'aide, donc je ne peux pas moi-même avoir besoin d'aide. Vous voyez? Donc ça, c'est très 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 difficile à admettre pour ces personnes-là. Ou alors pour les personnes qui font un métier, comme je vous ai dit, où ils sont un peu haut placés et donc ils ont l'habitude de se placer dans se placer un petit peu au niveau supérieur, quoi, en se disant, par exemple, un médecin, une femme médecin ou un homme médecin, ou un kiné, ou je ne sais pas, va se dire, bon, moi, j'ai une fonction libérale, j'ai normalement un bon salaire, bon, quoique, il y a des médecins qui sont au SMIC, hein, mais tout ça peut faire que, peuvent se dire, de par ma position sociale, comment est-ce que je vais pouvoir aller demander de l'aide à un autre médecin, à un psychologue ou à, je ne sais pas, un travailleur social. Comment est-ce que moi, je vais pouvoir aller demander de l'aide? Comment est-ce que je vais pouvoir sortir de cet orgueil dans lequel je suis? Parce que c'est quand même, il y a quand même un orgueil, ou une fierté, ou alors et donc une honte à demander de l'aide quand on est dans cette position-là. Mais sachez que toutes les autres personnes qui sont dans d'autres positions et qui ne sont pas dans des métiers d'aide auront toujours aussi honte à demander de l'aide parce que c'est très difficile de demander de l'aide parce que aussi on peut avoir une personnalité par exemple très comment dire autoritaire ou indépendante, autonome et donc on se dit non, moi j'ai pas besoin d'aide, j'ai toujours su me débrouiller, je sais taper du poing sur la table quand ça va pas. Et en fait, là, vous vous dites, non, je ne peux pas me montrer dans une position de vulnérabilité vis-à-vis de quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Je peux pas. Parce que je me suis toujours montrée fort ou forte. Et c'est pas possible, j'aurais trop honte. Donc en fait, il faut arriver quand même à dépasser cette honte, dépasser et puis à mettre de l'eau dans son vin, à dépasser cet orgueil pour se montrer vulnérable. Alors ça, c'est très difficile. Je vous l'accorde. Moi-même, j'ai eu du mal. Pourtant, j'étais pas du tout dans une position sociale élevée, mais alors pas du tout. Mais je ne voulais pas admettre que j'avais besoin d'aide. Parce que je me sentais toujours celle qui aidait les autres. La personne qui aime aider les autres, qui aime chercher avec elle où est le problème. Et voilà. Et je ne voulais pas dire que j'avais besoin d'aide. Et j'avais honte aussi et je ne savais pas comment faire. Aller à la gendarmerie, qui contacter, comment faire. Donc là, je ferai une autre vidéo pour parler des choses concrètes, si vous voulez, pour expliquer quoi faire. Là, c'est pas le sujet. Là, on parle vraiment de comment faire pour admettre qu'on a besoin d'aide. Ça, c'est déjà un premier frein. Si vous ne l'avez pas fait, il ne sert à rien que je vous explique la technique, la marche à suivre, si vous n'avez pas dépassé tout ça en vous disant oui, je vais faire la démarche concrètement, quoi, je vais agir. Donc il faut avoir déjà dépassé, donc ça prend peut-être du temps. Une fois qu'on a fait ça, on prend la décision de rompre. Et à ce moment-là, il faut voir, mesurer quels sont les dangers, parce que généralement, enfin, on peut prévoir que la personne qui est justement dans l'agression perverse, on peut avoir peur d'elle, de cette personne, hein, qu'elle soit homme ou femme, ou non, peur d'elle ou peur de lui, et peur de sa réaction lorsqu'on va lui annoncer qu'on veut rompre. Évidemment, on se doute que la personne ne va pas accepter, qu'elle va tout faire pour nous dissuader, voire si jamais on est vraiment décidé, qu'elle va nous agresser, voire physiquement, ou alors nous empêcher de partir, nous cloîtrer, ou des choses comme ça.
Donc, il faut donc préparer les choses, se préparer psychiquement, ça prend un petit peu de temps. On peut le faire avec un thérapeute, par exemple, ou avec un ami ou une amie, avec un proche, en lui demandant de respecter le temps dont on a besoin, mais de nous soutenir dans notre démarche, de nous soutenir déjà moralement. Voilà. Et donc, on va essayer de cheminer comme ça, en essayant de se projeter dans une vie future, et puis en essayant de voir un petit peu tous les événements que l'on a à faire jusqu'à cette rupture. Alors, l'annonce de la rupture, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de la faire une fois que vous serez vraiment décidé, parce que sinon, ce sera comme des menaces qui arriveront. Peut-être que vous avez déjà menacé en fait de partir ou de rompre, ou peut-être même que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a déjà menacé de le faire. Donc, ça viendra comme une fois de plus, vous voyez, ça n'aura aucun impact. Pour vous, peut-être, ça sera réel, mais pas pour l'autre. Donc, en fait, il vaut mieux ne pas l'annoncer et tout préparer à l'avance. Le fait de partir, donc tout préparer financièrement, ce qui demande du temps, matériellement, parce qu'il faut prendre vos affaires, et puis de mettre le pervers ou la perverse narcissique devant le fait accompli. Alors évidemment, ça va être un énorme choc, mais si vous le dites avant et que vous menacez de le faire, je vous dis, on risquera de ne pas vous croire. Et puis alors vous risquerez de vous énerver en disant non, cette fois je vais le faire, et ça va être de la surenchère, donc vous qui menacez de partir, le pervers narcissique qui va menacer aussi de partir, tout va être mélangé et ça va ressembler à quelque chose de très caricatural et un petit peu du n'importe quoi. Et voilà, ça va être dans la surenchère ou voilà, parce que le pervers narcissique, lui, il est dans le jeu, hein. Il joue à faire semblant, hein. Donc c'est un petit peu comme dans la chanson à toi aussi tu veux partir, c'est le monde à l'envers. Enfin, moi je disais ça pour te faire réagir seulement. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, c'est très certainement. Et donc en fait, c'est pas ça, c'est pas un jeu. Alors en fait, pour montrer que vous êtes sérieux ou sérieuse, vous risquez d'être dans la surenchère. Donc c'est pas bon. Moi je pense qu'il faut d'abord, par expérience, vraiment calculer son coût, surtout que la personne peut devenir violente physiquement, vous cloîtrer, etc. Parce que c'est un énorme choc hein, lorsque la personne voit que vous êtes pris, que vous savez vraiment décider de partir. Jusque-là, il veut absolument vous garder, notamment si, alors je dis il ou elle, hein, si c'est une araignée. L'araignée va réagir très très violemment, pas sur le coup forcément, mais là vous allez la voir comme vous ne l'avez jamais vue auparavant, même si c'est elle qui part. Donc en fait, il vaut mieux calculer les choses ou alors prévoir si jamais c'est elle qui, vous voyez que elle ou il veut partir, prévoyez, c'est-à-dire dans votre tête, mentalement, préparez-vous à cette rupture, que ça soit son départ ou votre départ. Et mettez un petit peu d'argent de côté si c'est possible, ou prévoyez des moyens matériels et des moyens financiers, parce qu'évidemment, quand il y a une rupture, ça veut dire déménagement, que ce soit vous ou l'autre, ça veut dire changement de vie pour les enfants, ça veut dire peut-être changement d'école, ça veut dire tout ça en fait, hein. Donc il faut avoir préparé les choses en fait. Voilà. Donc c'est être préparé mentalement et préparer les choses jusqu'à la rupture effective. Moi ce que je vous conseille c'est de préparer les choses plusieurs mois à l'avance, de marcher sur des œufs. Vous savez très bien que le cycle de la violence morale continue. Bon bah continuez sur cette voie en marchant sur des œufs pour ne pas trop énerver le ou la perverse, en continuant à jouer le jeu, si je puis dire, bien que vous ne jouiez pas. Et puis, préparez-vous mentalement en vous disant, de toute façon, tout ça sera bientôt terminé.
Et en même temps, ça va vous permettre de vous dire, bon, moi, je peux supporter parce que je sais que je vais partir bientôt. Ou je sais qu'il ou qu'elle va partir bientôt. Et donc, tout ça sera bientôt terminé. Je ne l'aurai plus au jour le jour à vivre tout ça et être dans la peur. Voilà, donc je vais terminer pour cette vidéo sur de la prise de conscience à la rupture, sur le fameux déclic. Alors, pareil, si ça vous a plu, bah, veuillez cliquer sur... j'aime pas dire ça, ça fait un peu commercial, je suis vraiment désolée. Mais je vous le rappelle quand même, parce que c'est vrai que moi-même, quand je regarde des vidéos YouTube, et même si ça m'a plu, si ça m'a appris quelque chose, je saute tout de suite, je zappe tout de suite à la prochaine vidéo, et j'oublie de mettre un petit pouce. C'est dommage, parce qu'il y a énormément de vidéos qui me plaisent, et voilà, je ne fais pas forcément. Puis il y a aussi tous ceux qui ne sont pas forcément abonnés, enfin qui n'ont pas de... Pardon, pas ceux qui sont abonnés, mais ceux qui n'ont pas de compte Google et qui regardent des... ou de compte YouTube et qui regardent tout simplement les vidéos sans avoir de compte, et donc qui ne peuvent pas activer les j'aime. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors tous ceux qui le peuvent, s'il vous plaît, et si ça vous a plu, faites-le. C'est important pour les personnes qui ont fait les vidéos. Voilà, bon, voilà, bref. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'être assidu. Et pour tous ceux qui sont dans cette situation, je vous dis, n'ayez pas peur. Bientôt, vous ne serez plus dans la peur. D'accord, c'est votre propre chemin. Soyez-en responsable, mais ne vous sentez pas coupable. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes responsable de vos propres chemins, bien sûr. Vous êtes responsable de votre propre chemin, mais vous mangez votre pain noir, d'accord, mais tout ça sera bientôt terminé. Et je suis là pour vous accompagner. Réécoutez les vidéos si vous en avez besoin, parce que parfois on n'entend pas les mêmes choses une deuxième fois. On a besoin parfois de réécouter les choses pour comprendre d'autres choses sur lesquelles on était passé sans avoir vraiment compris, ou avoir vu tous les aspects de ce qui a été dit. Donc n'hésitez pas, il faut du temps pour qu'on s'imprègne et qu'on comprenne bien tout, c'est normal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.